personnage principal, c'est un homme alors, tout aussi enthousiaste que Romain Lisset, il s'appelle Bruno Giboire, et il devient professeur de français dans un lycée. Alors, c'est un pédagogue croyant et pratiquant, sa Bible, c'est la revue pédagogique. Son prophète, c'est Philippe Mérieux, le fameux pédagogue. Alors, Philippe Mérieux, apparemment, oui, je ne vous ai pas dit, a dédicacé le livre, parce que j'ai des gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils l'avaient rencontré avec le livre, et un peu pour rire, ils m'ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas dédicacer le roman? Et il l'a fait, alors il m'a mis bien cordialement, il a signé mon livre, quoi. Ah, il a plus d'humour qu'on croit, alors. Voilà, bravo Philippe. Ce qui n'est peut-être pas très difficile, mais enfin, c'est pas le sujet de notre débat. Philippe Mérieux, donc le sociologue auquel on doit pas mal de réformes, oui, est un personnage très important, donc il en vient à signer vos livres. Et Bruno Giboire, il maîtrise parfaitement la novlangue, qui est en usage dans l'éducation nationale. Il parle de transversalité des savoirs, il parle de mise en écriture dialoguée, ancrée dans une situation d'énonciation familière à l'apprenant. Alors là, je voudrais, comme moi j'ai quitté les bancs de l'école quand même il y a un moment, je voudrais que vous fassiez la part entre la réalité et la caricature. On entend parler de cette novlangue, évidemment. Est-ce qu'elle est pratiquée à ce point-là? Est-ce que vous avez un peu poussé le bouchon? Ou est-ce que vraiment on a basculé dans cette forme de dialecte parallèle? Bon, j'ai peut-être poussé. Est-ce que vous êtes enseignant vous-même? Oui, bien sûr. Mais pas tant que ça. Bon, vous avez parlé de l'énoncé ancré dans une situation d'énonciation. Oui. Ça, c'est vraiment dans les programmes, enfin, ça l'était du moins. Mise en écriture dialoguée, ancrée dans une situation d'énonciation familière à l'apprenant, ce qui veut dire quoi en français alors? Écrire un dialogue, et voilà. C'est ça, non mais c'est ça, hein, non mais, et moi, moi j'avais pas fait d'études de lettres, pour faire un point biographique. Et j'avais fait des études de philosophie, je suis devenu professeur de lettres, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc moi j'ai vraiment cru, on m'a dit, bah voilà, faut que tu fasses ça, t'en prennes ça. Alors j'ai dit, ah bon, c'est pas tout à fait mon rapport à la littérature. Hein. Et si. Donc voilà, les inspecteurs, tout le monde m'a dit, faut que tu fasses comme ça. Bon, je l'ai fait pendant 2-3 ans. Et à un moment, je me suis dit, non, c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et je me souviens très bien, c'était un élève qui m'avait sorti ça, qui avait levé le doigt, il me dit, monsieur, là c'est un énoncé ancré dans une situation d'énonciation, et là c'est un énoncé coupé d'une situation d'énonciation. Et là ça a été comme le coup de bâton, vous savez, le zen sur la tête. Je me dis, qu'est-ce que je lui ai appris, pauvre gamin? Et je lui ai dit, non, là c'est plus possible, et j'ai commencé à... en fait, le livre est un peu une vengeance, parce que je leur en voulais. Je leur en voulais de m'avoir, moi, naïvement, jeune homme, envoyé sur des voies qui n'étaient pas celles de la littérature. C'est toujours le cas, parce que, enfin bon, bref, je ne vais pas faire... Mais comment vous vivez ça comme romancier? Parce que vous devez passer d'un usage du français très particulier, cette situation... Ça, je ne l'utilise pas, hein, ce genre non, mais, de... Oui, mais vous l'entendez quand même, vous êtes dans un milieu où c'est un peu la novlangue voilà, qui est en usage. Et puis après, vous rentrez chez vous et vous devez pratiquer une langue tout à fait différente, qui est celle de la littérature. Quoi, c'est deux expériences ou comment vous arrivez à conjuguer les deux? J'essaie quand même de réduire l'écart, mais il existe quand même, il est vrai. Parce que si les élèves passent le bac, je suis bien obligé de leur donner un peu de vocabulaire, ils en auront besoin. J'essaie de faire pour le mieux. Je ne sais pas si je réussis, mais je pense que je réussis quand même à essayer d'aller à l'essentiel, parce que ce qui compte quand on étudie un roman, ou une pièce de théâtre, ou un poème, c'est la pensée de l'auteur qui est derrière. Enfin, c'est cette façon de... Si je vois Balzac, j'essaie de faire comprendre aux élèves comment Balzac percevait le monde. Et je laisse un peu tomber toute la tiraille pédagogique ou didactique, etc. Oui, parce que vous essayez quand même d'apprendre à vos élèves exactement, enfin, à apprécier, à admirer une langue qui est extrêmement éloignée de cette langue bureaucratique. Parce que vous avez cité l'exemple isolé d'un élève. Mais est-ce que vraiment les élèves s'expriment couramment dans ce genre d'idiome? Certains. Bon, par exemple, il y a une notion que tous les élèves connaissent très bien, c'est les notions de focalisation interne, externe, omnisciente, etc. Donc ils sont tous passés par là. Bon, ça je peux en parler, mais c'est pas le plus important. Enfin, je m'attarde pas là-dessus. C'est vraiment, je vais en parler 2 minutes. Je dis voilà, quel est le point de vue. Je m'y attarde pas. C'est pas... Alors, il est très. J'ai dit que notre ami Giboire était très motivé. D'ailleurs,
c'est un peu au détriment de sa vie sentimentale et sexuelle, parce que ça n'intéresse pas du tout. Ça n'intéresse pas du tout. Il y a une de ses collègues qui lui envoie des appels de phare érotiques, elle enlève même sa blouse au beau milieu d'une séance de travail, il ne perçoit pas le message, il continue à lui parler de pédagogie. Oui, voilà. Donc c'est l'un ou l'autre, soit on s'intéresse à la pédagogie, soit au sexe. Là, je ne sais pas si je peux s'intéresser aux deux, mais ça m'amusait d'imaginer. Encore une fois, je pense que mes romans sont pas réalistes en réalité. Le personnage de Bruno Gibard n'est pas un personnage totalement réaliste. Mais je pense quand même qu'il dit quelque chose, comme une sorte d'idéatique de certaines personnes réelles. Alors, une fois qu'on a bien fait connaissance avec Bruno Gillois, il y a une affaire qui éclate dans le lycée, c'est l'affaire Ménaka. Alors, Ménaka, c'est quoi? C'est une statuette mère millénaire qui a été offerte à l'établissement par André Malraux. L'établissement porte le nom d'André Malraux. Et il y a deux camps qui s'opposent, mais alors très très violemment. Il y a ceux qui veulent conserver l'œuvre d'art, mais ils sont très minoritaires, et il y a les plus nombreux qui veulent la vendre pour, je les cite, financer un atelier pédagogique, mais aussi citoyen, consacré aux luttes contre toutes les discriminations sociales, sexistes, racistes et numériques. Et en lisant ça, je me suis dit que c'était un peu prémonitoire, parce que sous une autre forme, une forme un peu apaisée, vous avez joué l'affrontement qui est en train de se produire en ce moment entre l'art et le militantisme. Vous avez vu qu'il y a des militants qui jettent de la nourriture, ou pire, parfois du pétrole sur des œuvres, qui pour l'instant sont protégées par des verres, mais un jour, je pense qu'ils projetteront la nourriture ou le pétrole sur des œuvres non protégées. Et là, sur un mode un peu mineur, c'est la même chose, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le combat social, le symbole social, ou l'œuvre d'art? Il y en a dans le lycée qui n'ont rien à faire de l'œuvre d'art, qui disent autant que ça serve à financer les ateliers que j'ai décrits. Donc, je voudrais savoir si vous validez ce parallèle, et puis quelle est votre opinion sur ces modes militants qui consistent à s'en prendre à des œuvres d'art pour réveiller les consciences? Je suis comme tout le monde, je trouve ça stupide. Pas comme tout le monde, je pense, hélas, ce serait formidable. Mais Comme la majorité, non? Oui, vous pensez? J'espère aussi, comme toi. Quand même, je pense. Mais moi, je vis en province, peut-être. J'ai pas beaucoup entendu de gens me dire qu'ils trouvaient ça bien. Mais c'était l'autre question, c'était sur... Cet affrontement entre, en fait... Oui, mais je pense que beaucoup se posent la question, et moi je l'ai vu, j'entends, de la fonction de la littérature et de l'art, et ça ne va pas de soi pour beaucoup de monde. Et donc, s'ils peuvent le raccrocher à un combat idéologique, politique, c'est tout de suite fait. Dans l'établissement scolaire, par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un mail m'informant qu'il y aurait une exposition sur la notion de frontière au CDI, centre de documentation. Alors, je suis allé voir ce que c'était. C'était totalement politisé, avec des auteurs qu'il fallait lire, etc. Et c'est tout le temps comme ça. Ça me révolte. Donc là aussi, c'était une vengeance. J'ai tellement marre de... C'est un livre de ressentiment, au fond. C'est un livre de ressentiment. Je crois beaucoup à la vengeance heureusement. Non, je crois, parce que quand on est dans le ressentiment, ça part pas si vite. Donc, vous savez, pour écrire un roman, il faut quand même s'y mettre. Et si on a si on a vraiment on a envie de frapper, ça tient, quoi. Non, mais on apprend à vous connaître. Ça avait commencé de manière un peu douce, un peu apaisée, puis là on voit votre véritable personnalité apparaître petit à petit. Oui, c'est parce que je vis dans ce milieu, donc j'avais une envie d'en parler, et je suis tellement choqué qu'on raccroche la littérature simplement à n'être qu'un prétexte à avoir des bons sentiments politiques ou moraux, que voilà, c'était facile d'écrire ça. Là, encore une fois, comment vous vivez cette contradiction, ce porte-à-faux entre le romancier et le prof? Mal, apparemment. Oui, mal. Enfin, non, parce que je suis habitué, donc ça ne m'étonne plus, mais je contredis beaucoup. Je suis pas un type sympa, hein, donc... non, mais je peux contredire, dire, mais pourquoi tu as choisi ça? Alors bon, on me fait la leçon, voilà, je suis habitué. Alors ça, c'est le premier aspect, mais ce dont je parlais, c'est encore autre chose. C'est l'idée qu'au fond, tout ce qui relève de l'art, alors c'est la peinture dans le cas des attentats que je mentionnais, mais ça peut être aussi le cas de la littérature, en fait devient secondaire par rapport à d'autres problèmes, la fin du monde, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui gagne du terrain? Alors peut-être pas dans l'éducation nationale, n'exagérons pas, mais
parmi vos élèves qui disent mais quel est l'intérêt d'étudier Rabelais alors que le monde court à sa perte ou voilà. Encore une fois, voilà, le problème des idées, j'en parlais tout à l'heure, c'est que dans un roman, on peut mettre certains personnages qui vont tenir ce type de propos, d'autres qui vont en tenir d'autres, et il n'y aura pas cet aspect un peu violent et un peu mastoc, quand je dis surtout les professeurs. Mais effectivement, si, oui. Je dis pas des choses, je sais pas, par exemple, Annie Ernaux, j'aime bien. Oui, hein. voilà un bon exemple. Oui. Voilà, elle, quand même, elle relie ses livres à des engagements. Enfin, on a l'impression que c'est presque aussi important. Voilà. Après, elle est quand même une romancière importante, mais voilà, je pense que c'est partagé et dans toute une partie de la société de se poser la question au fond, à quoi ça sert. Oui. Je pense que je pense pas que ce soit quelque chose de subjectif, mais je pense que c'est oui. Donc en fait, la seule manière de justifier l'art en général et la littérature en particulier, ce serait qu'elle serve à une cause au fond. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il n'y a plus de quoi de jugement esthétique. Qu'est-ce qui est évacué alors? Mais Sartre disait la même chose, hein, l'engagement, etc. Je pense que je vais peut-être écrire un petit essai sur la littérature et la politique parce que faut que je mette tout ça au clair dans ma tête. Mais je vais le faire, mais ça ne va que de soi, l'art. Vous voyez, c'est les tableaux, pourquoi les tableaux? Alors en plus, il y a le côté, finalement, est-ce que c'est pas un art bourgeois? Ce n'est que l'expression d'une classe ou d'un moment historique, et ça ne transcende pas l'époque et la classe sociale qui les a vus naître. Donc il y a aussi cette dimension marxiste de réduire l'œuvre d'art à sa simple expression de classe. Et c'est ça. Ce qui est quand même évacué, quel que soit le discours là, qu'on considère, c'est la dimension du beau quand même. Voilà, moi je pense que le plus important en littérature ou en art, c'est de poser la question en quoi c'est beau, en quoi c'est intéressant, en quoi c'est fort, en quoi c'est quelque chose qui prend, qui nous élève. C'est ça. Autrement, ça sert à rien. Effectivement, ils ont raison. Si on ne se pose pas cette question-là de la beauté, de la poésie, etc., la littérature ne sert à rien. Si ce n'est de la relier à une dimension politique. Alors là où vous restez romancier, c'est qu'il y a des mesures très fortes qui sont prises pour réduire la minorité récalcitrante, celle qui veut garder l'œuvre à l'intérieur de l'établissement. Ils leur font absorber, à leur insu bien sûr, un médicament qui s'appelle Ethico 3000, et c'est un médicament qui est administré sous forme de poudre en gélule, et qui active les zones morales du cerveau. Donc après avoir absorbé ça, normalement, ils doivent tous voter en faveur de la vente de l'œuvre d'art. Bon, je n'entre pas dans les détails, ça ne se passe pas vraiment comme prévu, alors vraiment pas du tout comme prévu, donc je vous renvoie à l'œuvre. Et j'en viens à la dernière question au moins sur ce livre, parce qu'à un moment vous explicitez cette opposition grandissante entre l'art et le militantisme. Il y a deux discours qui s'opposent. Il y en a un qui est tenu par un inspecteur d'académie qui dit « On ne combat pas les inégalités sociales en étudiant Boileau ». Et de l'autre, un professeur de français, qui vous ressemble un peu, je pense, qui dit « Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que l'enseignement n'est pas un catéchisme, qu'il soit religieux, laïque ou politique. Nous sommes là pour transmettre aux nouvelles générations le goût de la pensée, la passion du beau et le sens poétique de leur présence sur Terre. » Alors, on a compris de quel côté vous penchez, puisque vous venez d'en parler, mais... Complètement d'accord avec ça. Oui, je m'en doutais un peu. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez perdu le match, quand même? Ou que nous avons perdu le match, parce que je pense que vous parlez au nom de pas mal d'entre nous présents ce soir. Sur le court terme, non, je pense pas. Je pense pas, parce que... je vais dire quelque chose de... On a raison, donc on ne peut pas perdre. Optimiste. Oui, je suis optimiste. Non, je pense qu'effectivement, là, on vit une période un peu difficile, mais sur le long terme, si jamais l'humanité se poursuit, ça a le côté moins pessimiste et optimiste, je pense qu'on reviendra à ça, Et puis, non, il ne faut pas exagérer non plus, il y a aussi beaucoup de jeunes gens qui sont passionnés, vraiment passionnés par la littérature, par l'art, et de manière profonde. Et il ne faut pas réduire une génération à de la soupe sur Van Gogh, quoi. Ça existe encore, quoi. Non, mais certes pas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui contrarie le rare accès d'optimisme dont vous venez de faire preuve? C'est qu'il y a des générations à venir qui vont être éduquées de plein pied avec cette nouvelle idéologie, au fond. Puisque là, on parle encore de
de générations qui sont hybrides, en fait, qui ont un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau monde. On leur a appris certaines choses. Le militantisme est venu, je dirais, en second lieu. Mais quand vous serez éduqué de plein pied avec cette idée militante de l'art, est-ce que... Et justement, ils en auront marre. On dira, ça paraîtra extrêmement, subversif que de prendre une opposition. Moi, j'ai des amis avec qui je m'entends très bien au lycée, qui sont tous les deux à la CGT, et leur fils est vraiment radicalement différent. Il fait des exposés sur Jeanne d'Arc, etc. Pour emmerder les parents, on est prêt à tout. Non, mais c'est assez intéressant. Non, mais souvent les enfants prennent le contre-pied. Donc, je pense que sur le long terme, j'espère que. Bon, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est une vague pas très importante en lui. Mais vous parlez du long terme, est-ce que ce sera de notre vivant que ça arrivera Ça dépend combien de temps on vit. Optimisme très relatif. Si dans 20 ans, ça sera fini, je pense. Non 20 ans. Ouais, dans 20 ans. Ouais. Ça va être long quand même. Hein. Ouais, il faut serrer les dents. Non, mais c'est bien en même temps parce que ça permet pour nous d'être, de n'être pas des romanciers bourgeois, etc. On est presque des rebelles là. Ah ben voilà. Je vais retirer ça de cette soirée-là. C'est rebelle à bon compte.